Toujours le troisième thème d'histoire du programme de première, la Troisième République avant 1914, un régime politique, un empire colonial, avec son dernier chapitre, Métropole et colonie. Les deux chapitres précédents ont rappelé combien la Troisième République avait souffert pour exister, puis s'enraciner dans la société française. Se réclamant de la Révolution, on l'a bien vu avec son drapeau, son hymne, sa fête nationale, la Troisième République prône les mêmes valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité, au point d'en faire sa devise. Mais paradoxalement, la France affirme sa puissance internationale en poursuivant la conquête, initiée sous la monarchie de Juillet en 1830, de nouveaux territoires. La France est ainsi la métropole d'un grand empire colonial, incluant des millions d'Africains et d'Asiatiques placés sous domination française. Nous chercherons à comprendre comment la France républicaine organise-t-elle son empire, avec toutes les contradictions que cela implique. Première partie, une expansion coloniale lente, mais continue. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, la colonisation de l'Afrique surtout répond à de multiples raisons. D'abord à des motivations économiques. La France cherche des matières premières à bas coût pour son industrie et des débouchés commerciaux réservés pour exporter sa production. Mais l'opération est loin d'être une réussite financière, les colonies coûteront plus cher qu'elles ne rapportent. Deuxième raison, la concurrence géopolitique. Affaiblie par la défaite de 1870, la France cherche à s'imposer comme une puissance coloniale à l'heure où plusieurs pays européens se partagent l'Afrique. La mission est remplie. En 1914, la France contrôle 10% de la surface terrestre et 5% de la population mondiale. Troisième raison, enfin, une mission civilisatrice. Se considérant comme supérieure, la France estime qu'elle doit enseigner la civilisation au peuple africain arriéré, entre guillemets évidemment. Par ailleurs, des théories scientifiques sur l'inégalité des races renforcent le sentiment de supériorité des Européens. La colonisation du monde reçoit le soutien de nombreux acteurs de l'économie, des marchands, des industriels, du monde des sciences, des explorateurs, des géographes, mais aussi de religieux, de militaires, de politiques. Tous ont intérêt à voir la France se doter d'un grand empire colonial. Mais la France n'est pas seule. Les autres pays européens, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, sont en concurrence pour obtenir le plus grand territoire colonial. Cette course aux colonies occasionne des alliances, mais aussi de vives tensions, entre Français et Anglais, lors de la crise de Fashoda en 1898, ou entre Français et Allemands, au sujet du Maroc, avec un vrai risque de guerre. La Première Guerre mondiale est d'ailleurs en partie liée à ces querelles coloniales. Deuxième partie, un mode de fonctionnement en contradiction avec les principes républicains. Dans les colonies, les Français gèrent tous les aspects administratifs, politiques, économiques de la vie quotidienne. Les meilleures terres, les moyens de transport et les entreprises sont détenus par des colons, des Français venus de métropole. Les villes construites adoptent le style européen, comme Alger. Si la France prétend exporter les valeurs de la République, les lois, inscrites dans le code de l'indigénat, officialisent la supériorité des colons sur les populations locales, baptisées indigènes, pour lesquelles il existe des punitions et des règles spécifiques qui ne s'appliquent pas aux colons français. De même, les lois progressistes, comme l'école gratuite et obligatoire, ne s'appliquent pas aux populations colonisées. Évidemment, la colonisation à la française suscite une opposition réelle, mais désorganisée. Les populations indigènes souffrent de la domination française. Leur statut est inférieur, il y a des humiliations, du travail forcé, l'exploitation des richesses du pays par les colons. Mais les rares révoltes ou critiques sont immédiatement réprimées avec violence par la France. Dans chaque colonie, la France forme une élite indigène pour servir de relais, qui est à la fois méprisée par ses compatriotes, ce sont des traîtres, et par les Français, ils restent des indigènes. C'est cette élite, bien consciente des contradictions de la France entre son discours et ses actes, qui militera par la suite pour l'indépendance. Enfin, certains hommes politiques français protestent contre la politique coloniale, comme Georges Clemenceau ou Jean Jaurès, car ils perçoivent bien eux aussi la contradiction avec l'idéal républicain de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais ces hommes politiques restent minoritaires et peu audibles sur le sujet. Ce court chapitre soulève le paradoxe de cette Troisième République, faisant de l'égalité et de la liberté des valeurs républicaines, tout en se constituant un empire colonial ne respectant pas ses propres principes. Que faut-il retenir de cette contradiction ?
D'abord, la colonisation française est justifiée par trois arguments: des motivations économiques, la volonté d'exister géopolitiquement à l'heure où les pays européens se partagent l'Afrique, et une mission civilisatrice reposant sur un sentiment européen de supériorité face à des populations sauvages qu'il faut éduquer. La politique colonisatrice de la France est largement soutenue par ses élites marchandes, politiques, militaires et religieuses, toutes y trouvant un intérêt. Mais la France se heurte aux ambitions allemandes ou anglaises, et les tensions sont très vives à partir de 1898 dans cette course aux colonies. Ensuite, l'attitude française est contraire aux valeurs que la Troisième République défend. Dans des colonies où la puissance colonisatrice gère tous les aspects, les meilleures terres et fonctions sont allouées à des colons français. Des lois, regroupées dans le code de l'indigénat, discriminent les populations françaises et autochtones qui ne bénéficient pas des mêmes droits. L'attitude française déplaît évidemment aux populations colonisées maintenues sous la contrainte, mais aussi aux élites indigènes formées par la France pour servir de relais. En France même, certains hommes politiques célèbres, Jaurès, Clémenceau, condamnent la politique coloniale avec beaucoup d'éloquence, mais peu de succès. Dernière chose, n'oubliez pas que l'histoire demande l'emploi d'un vocabulaire précis, qu'il faut maîtriser et savoir réutiliser à bon escient: crise de Fachoda, course aux colonies, colons, code de l'indigénat. L'emploi judicieux de ces notions sera largement valorisé lors d'une évaluation.